Jamais nous n'avons assisté à pareille avalanche de sondages dans une campagne électorale. Hier, c'était Xavier Bertrand qui devait l'emporter au deuxième tour, puis ce fut Éric Zemmour qui était au deuxième tour. Maintenant, c'est Valérie Pécresse qui devrait normalement battre Emmanuel Macron. Chaque sondage nous raconte chaque jour une histoire différente, un récit différent. Autrement dit, on peut se poser la question de savoir si les sondages ne sont pas en train de fabriquer l'opinion. Et pour résoudre cette question, j'ai invité un expert de la chose. Bonjour Stéphane Rosès, vous êtes donc dans la communication politique, dans le conseil politique depuis une dizaine d'années. Auparavant, vous avez été sondeur pendant de nombreuses années, à peu près 20 ans. Et vous faites partie de ces gens qui parlent à l'oreille des présidents, ou en tout cas ceux qui aspirent à le devenir. Encore aujourd'hui, vous conseillez un certain nombre de candidats dans la campagne présidentielle. Et donc, je vous repose ma question. Pourquoi tant de sondages alors même que les Français sont de moins en moins nombreux à aller voter? On l'a vu au cours des élections régionales, au cours des élections municipales, les Français désertent les urnes dans des proportions jamais vues et extrêmement inquiétantes pour la santé de la démocratie. Et en même temps, ils sont très consommateurs d'actualité politique. Alors comment expliquer cette contradiction, ce paradoxe? Merci d'abord, Serge Faubert, de votre invitation. Petite précision, je ne conseille pas en ce moment de candidats, j'échange avec eux. Si je travaillais professionnellement pour un candidat, je ne pourrais travailler que pour l'un d'entre eux. Par exemple, le dernier en date, ça a été François Hollande, lorsqu'il a été élu. J'étais dans ses comptes de campagne et donc, comme conseil, je ne pouvais travailler que pour un client. Alors que quand on est sondeur, on peut travailler pour autant de candidats qu'on veut, puisque ce qu'on va lui dire provient de l'étude qu'il a payée. De sorte que durant 4 campagnes, j'ai travaillé pour 16 candidats différents, dont 3 futurs présidents de la République. Oui, Sarkozy, Chirac et Hollande. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a un paradoxe, les Français vont moins voter et il y a, vous l'avez dit, de plus en plus de sondages. Je pense qu'il faut remonter loin dans l'histoire française, quelques siècles, pour comprendre que ce qui assemble les Français, ce sont toujours des disputes politiques communes de nature, justement, politique, de sorte de dénaturaliser les origines de départ des individus en les transformant, en tout cas depuis la République, en citoyens. Donc, il faut distinguer le politique, qui est ce processus qui traverse toute la société, dans les discussions au café, au travail, les manifestations, les réseaux sociaux, qui est le processus où, au fond, on fait de la politique, même sur des sujets apparemment anodins. Donc nous sommes par excellence le peuple du politique, parce que la France s'est assemblée autour de l'État et l'État a précédé la nation. Donc ça, c'est l'imaginaire français, qui est un imaginaire de nature politique, avec une passion politique. Et puis il y a la politique, c'est-à-dire la façon dont le pays, dans ses profondeurs, est représenté sur une scène politique. Et effectivement, ces dernières années, s'est creusé un écart entre le politique et la politique, ce que les Français et le pays, dans ses profondeurs, nous, comme façon de se relier et comme enjeu du pays, et la façon dont c'est plus ou moins repris en charge par le personnel politique au sommet de l'État. D'où cette contradiction apparente. Les Français sont toujours autant politisés, on l'a vu lors de cette grande jacquerie des Gilets jaunes. Et jacquerie, vous dites jacquerie. Oui, je dis jacquerie parce que... On monte à l'assaut du château. Oui, parce qu'autour de la pancarte des Gilets jaunes, Macron nourrit ton peuple, comme au Moyen-Âge, il y a 2 sujets. Il y a la question fiscale et sociale, nourrit et ton peuple. Il y a la question de la charge non assumée par le seigneur, le souverain et le monarque républicain à l'égard du peuple. Et donc, la jacquerie des Gilets jaunes était une réponse du pays quand Emmanuel Macron dit
devant le Congrès après son élection, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation, de sorte que le pays, pendant 1 an, va consentir à des réformes jugées majoritairement injustes socialement, pourvu que le pays et lui-même disent « c'est nous qui maîtrisons notre destin ». Et puis quand la chancelière allemande Merkel à Aix-la-Chapelle dit qu'elle ne va pas bouger en Europe, elle prive Emmanuel Macron du 2e étage de sa fusée, et là, il reprend la posture, au-delà de la politique, de ses prédécesseurs. Alors, et même il met Benalla entre lui et le pays, et la réaction du pays, c'est une jacquerie d'ampleur incroyable, sans direction politique. Et ça, c'est l'expression du politique et non pas de la politique. Alors, si je comprends bien, vous nous dites en gros, Macron, c'est Bonaparte, il ressuscite... Si vous le permettez, Serge, j'utilise le mot dès son élection et pendant la campagne de néo-Bonaparte, c'est-à-dire de Bonaparte à l'heure néolibérale, c'est-à-dire il prétend tenir ensemble une posture de Bonaparte dans une verticalité directe au pays, mais dans un environnement et un accompagnement néolibéral de la Start-up Nation. C'est-à-dire, c'est une dialectique assez précise entre j'incarne la volonté, le retour de la volonté politique au travers d'une symbolique, mais dans la réalité, l'État, lui, mène une politique néolibérale. Et donc, il capitule. Bonaparte capitule devant l'ordre néolibéral, devant l'Europe, devant les Allemands. C'est-à-dire que l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de dire, d'où son immersion incroyable au pays, contrairement aux autres, notre destin ne dépend ni de la soumission, ni de la résistance à la mondialisation, mais dépend de vous, vous avez un potentiel, il y a seulement un petit problème, c'est le système politique, le vieux monde, qui nous empêche de nous déployer. Donc on va se mettre en marche en balayant l'ancien système politique, et vous allez voir, ça va se passer. Et c'est pour ça qu'il est élu. Alors, c'est pour ça qu'il est élu, c'est pour ça qu'il a une majorité aux législatives, c'est pour ça que pendant 1 an, le pays consent à ces réformes jugées injustes socialement, sauf que tout était misé sur le fait qu'en donnant des gages économiques à Berlin, qui détient tout en matière de cours européens, il ferait bouger Berlin. Il n'a pas fait bouger Berlin. Et là, constatant que de toute façon, il n'a pas d'adversaire, il revient purement et simplement dans la posture à la politique de ses prédécesseurs. Et dans une sorte d'hubris, il va même jusqu'à mettre Benalla entre lui et le pays. Donc la jacquerie arrive, et au lieu de recevoir les gilets jaunes à l'Élysée, il accroît la radicalité du pays parce qu'il met entre lui et le pays qui l'interpelle Édouard Philippe, tout un tas de subterfuges. Pendant la Révolution française... Oui, vous dites Édouard Philippe, c'est un énarque, c'est un néolibéral, c'est un jupéiste. C'est un orléaniste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce qu'il a voulu dire pendant la réforme des retraites, des débats et des désaccords entre l'orléaniste Édouard Philippe et le néo-bonapartiste, c'est-à-dire Bonaparte à l'heure néolibéral même. Il y a eu des désaccords sur la nature de la réforme des retraites, entre réforme systémique, réforme paramétrique. Donc, le sommet de l'État lui-même est évidemment traversé de tensions, et c'est pas pareil d'être quelqu'un qui doit rendre des comptes devant les Français comme Emmanuel Macron. Maintenant, on le voit par exemple sur la gestion de la crise sanitaire, les petits désaccords même maintenant entre l'Élysée et Matignon sur les mesures à prendre ou à pas prendre, et puis des gestionnaires de l'État où Bercy est devenu maintenant prépondérant, puisque Bercy, c'est le relais de Bruxelles, qui est lui-même le relais de l'ordolibéralisme allemand, et donc on arrive à une situation où il y a une contradiction fondamentale entre l'imaginaire de la nation, qui est de se projeter dans une vision politique et ensuite fait les réformes, et le sommet de l'État qui lui demande au contraire à la nation d'intérioriser des disciplines économiques néolibérales conformes
à l'ordolibéralisme allemand. Et donc, ultimement, il y a une contradiction entre l'imaginaire français et l'imaginaire allemand, et cette contradiction, elle est relayée chez nous, d'où notre dépression, selon moi, de nature culturelle et politique, et non pas du tout économique. Donc c'est une crise de souveraineté, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est ce sentiment qu'a le peuple français, tous les Français, d'être totalement dépossédés de la maîtrise du destin du pays, de ne plus pouvoir intervenir dans l'univers politique et d'être soumis à des décisions qui se prennent ailleurs, sans qu'ils puissent peser dessus et dans des conditions qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, absolument, c'est devenu ça. Le néolibéralisme, c'est la pensée... C'est quoi? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Parce que c'est un mot valise, chacun l'emploie à sa sauce. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Le libéralisme, c'est à l'intérieur de la démocratie telle que définie par Tocqueville, des arbitrages au sein d'une nation. Et ce sont des arbitrages politiques, idéologiques et sociaux. L'ultralibéralisme, c'est au sein de cette nation la dégradation des rapports sociaux entre le capital et le travail. Le néolibéralisme, c'est l'idée que l'administration des choses doit se substituer au gouvernement des hommes au travers de l'État et que les nations ne sont plus le cadre de référence et que l'on peut prendre des décisions hors des nations et hors de leurs us et coutumes. C'était déjà le débat entre Montesquieu et ensuite Condorcet qui arrive après. Ils n'ont pas échangé entre eux. Enfin, Montesquieu dit le négoce, le capitalisme, au fond, ça apaise les relations entre les nations. Pourvu qu'il n'y ait pas de cupidité dans les pays et puis qu'il y ait un respect des us et coutumes. Et Condorcet arrive après en disant « Mais c'est quoi ces affaires de Sringard, de Montesquieu avec les us et coutumes des peuples ?» Le progrès, c'est le progrès. Il balaie tout. Il balaie les sociétés, il va primer pour le plus grand bonheur des hommes. C'est ça, la pensée néolibérale, qui évidemment est tout à fait adaptée au capitalisme financier, qui voit dans les anciens rapports sociaux, capital, travail et la nation, quelque chose à absolument dépasser pour déployer les forces productives. En un mot, il se passe l'inverse de la situation sous Marx. Dans nos pays, c'est le salariat qui veut le maintien des rapports sociaux et c'est la bourgeoisie néolibérale qui remet en cause la nation et la République pour déployer les forces productives au sein de la globalisation économique, donc financière, numérique. Elle veut casser le cadre national, elle veut casser les frontières, elle veut casser l'histoire des pays, la mémoire des pays. C'est un processus. Je ne suis pas du tout un complotiste. Il n'y a pas de complot. Et le processus, c'est déjà qu'au fond, les sociétés et les individus des sociétés veulent sans cesse plus, alors que la nouvelle division internationale du travail ne le permet plus. Et donc, la finance, c'est quoi la finance? C'est d'abord une industrie qui permet à des sociétés qui veulent sans cesse plus, alors que la division du travail et le taux de profit ne le permet pas, de faire des escomptes sur l'avenir au travers d'une industrie financière. Donc, pas de complotisme. Pas de complotisme. C'est les logiques internes aux sociétés qui font que les individus ont longtemps voulu sans cesse plus. Et donc, tout allait bien avec le néolibéralisme, jusqu'au moment où les peuples se disent « mais non seulement on est fragilisé comme classe moyenne, mais surtout, on est dépossédé de la maîtrise de notre destin. » D'où le fait que la gauche, devenue néolibérale, confondant néolibéralisme et ultralibéralisme, a accompagné un processus. Elle n'a pas les outils intellectuels pour comprendre pourquoi donc des catégories populaires votent à droite, parce qu'elles ne pensent pas ensemble, la gauche, les questions culturelles,
religieuse, politique, institutionnelle et les rapports sociaux. Donc la gauche a un problème intellectuel pour comprendre ce qui se passe et ce qui explique Toute la gauche ? Oui, enfin, hormis quelques républicains à gauche, mais la gauche est devenue néolibérale, communautariste, wokiste, et donc elle n'a pas vu à quel point, enfin, je parle de la petite bourgeoisie intellectuelle, elle n'a pas vu à quel point toutes ces dynamiques étaient contraires à l'imaginaire français, d'où sa disparition lors de cette présidentielle. Abandonné toutes les questions sociales, la question du beefsteak, c'est-à-dire, il est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui, disons, les préoccupations sociétales qui sont légitimes par ailleurs, aient pris le pas sur les questions sociales qui étaient vraiment ce qui fédérait la gauche, c'est-à-dire des augmentations de salaire, des conditions de travail. C'est pas le sujet de la période. Si c'était le sujet, Jean-Luc Mélenchon serait président de la République. Donc, c'est pas du tout le sujet. Vous dites, Jean-Luc Mélenchon n'est pas président de la République parce que ce ne sont pas les préoccupations, mais les sondages, puisqu'il est question de ça, disent que le pouvoir d'achat, c'est la revendication principale des gens. C'est une mauvaise analyse des sondages. Permettez à quelqu'un qui a dirigé un sondage, voilà. Je vous en prie. C'est un effet fétichiste et une illusion de sondeur. Le réel idéologique d'un pays, on l'approche de différentes façons. Et donc, quand on mobilise des outils de sondage, il faut comprendre leurs particularités pour bien analyser le réel. Un sondage quantitatif découpe en tranches des thèmes. Or, comme disait le pédagogue Piaget, un arbre, vous le découpez en rondelles, vous remettez les rondelles les unes au-dessus des autres, ce n'est pas un arbre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les sondages quantitatifs que l'on voit dans la presse avec pouvoir d'achat, immigration, sécurité et tout, c'est une façon d'analyser le réel à partir de rondelles, mais le sens des réponses, ce sont les études qualitatives confidentielles menées par les candidats. Alors, expliquez-nous ça bien, parce que c'est essentiel dans la compréhension des sondages. Oui, qui permettent de bien comprendre, non pas de compter, mais de comprendre. Donc, dans aucun... Moi, je dis, et je l'ai écrit il y a 1 an et quelques, que le sujet de cette présidentielle, c'était la France et remettre l'État au service de la nation. Je l'ai écrit. Personne ne portait ça, sauf Montebourg, mais il abordait la question par l'économie. Il est perdu. Justement, parce que sa grave erreur est d'aborder ces questions comme un homme de gauche par l'économie. Or, le sujet, c'est pas l'économie, le sujet de la souveraineté, c'est la souveraineté politique qui explique le déclassement économique et non pas l'inverse. Donc, dans les sondages qui sont offerts au public, il n'y a pas le pouvoir d'achat là, et puis la France. Non, c'est quoi la France ? La France, c'est dans les représentations collectives ce qui nous tient ensemble au-delà de nos origines, de nos religions, de nos statuts, de nos classes sociales. Ces études quali, expliquez-moi comment c'est fait. C'est-à-dire, nous, on lit tous les 4 matins des sondages, on apprend Pécresse, elle a progressé, elle a pris 10 points, 15 points, que sais-je encore, Zemmour, ici, là, en bas, en haut, Marine Le Pen, bon. OK, mais vous nous dites, il y a aussi à côté, des sondeurs vont livrer à des gens qui payent très cher, j'imagine, une interprétation de ces sondages. C'est quoi une étude quali ? Qu'est-ce qu'il y a dans une étude quali ? Alors, c'est quoi une étude qualitative ? Oui, quali, c'est qualitatif. Hein. Voilà. Parmi les sondeurs, il y a en général les qualitativistes et les quantitativistes. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur la bonne façon de comprendre et de mesurer ce qui se passe. Pour les qualitativistes, dont j'ai été longtemps, d'où le nombre important de clients pour qui j'ai travaillé, parce que j'avais une certaine réputation, il s'agit non pas de mesurer, mais de comprendre. Donc, on fait des réunions de groupe qui durent 3-4 heures, animées par un psychosociologue. Les gens parlent de la France, de leur situation, et puis à la fin,
on parle de la présidentielle qui vient. Et à la fin, on parle des candidats, de comment on voit les choses. Tout ça est enregistré, évidemment, les gens le savent et sont d'accord. Et ensuite, avec le psychosociologue, on va passer beaucoup de temps, non pas à savoir ce que disent les gens, c'est pas le sujet. Je vais vous dire même, on s'en fout un peu. C'est-à-dire, celui qui va vous dire, moi, j'aimerais bien que Montebourg passe ou que Yannick Jadot gagne, oui, ça c'est pas votre problème. Non, notre problème, c'est pas comprendre, c'est pas écouter ou enregistrer ce que disent les gens, c'est pourquoi ils le disent. On conseille que si on comprend, on conseille bien le client, que si on comprend pourquoi. Pourquoi le même individu dit quelque chose en fin de réunion qui ne correspondait pas à ce qu'il disait en début de réunion. Pourquoi, autour de quels arguments tourne la personne. Il y a des gens qui vont voter Rassemblement national autour de la table. À partir de quel moment ils comprennent qu'ils partagent tous les mêmes idées? Et quel est, à partir de ce moment-là, l'écart entre ce qu'ils disent avant, l'écart entre ce qu'ils disent après? Donc, ces études qualitatives, les études quantitatives dans les grands instituts de sondage, on peut soi-même s'approprier les choses. Les études qualitatives demandent une grande intelligence de travail chez les psychosociologues et chez le directeur, parce que, encore une fois, le sujet, c'est pas seulement de dire voilà ce que pensent les gens, voilà ce qu'ils attendent, voilà la façon dont ils aimeraient que la présidentielle se déroule, selon quel processus, c'est comprendre pourquoi. Et en général, le pourquoi, c'est pour ça que ces études longues et chères, et puis parce qu'il faut des bons professionnels. Tant qu'on n'a pas le pourquoi autour de quoi tout tourne, on ne peut pas anticiper ce que sera le sujet de la présidentielle, même si c'est latent. Donc, une étude qualitative vise à comprendre ce qu'il y a de latent, c'est-à-dire ce qu'il y a par en dessous de ce que disent, pensent et font les gens. Si on le comprend, alors on comprend sur quoi va se faire la présidentielle. Donc la présidentielle, elle ne se fait pas ni sur le pouvoir d'achat, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité. Tout ça, c'est l'apparence. Les signes manifestes, elle se fait sur la maîtrise de notre destin, parce que comme je l'avais écrit dans un débat avec Marcel Gauchet, Macron, j'avais dit que Macron était l'Aladin de l'imaginaire français. C'est-à-dire, comme Aladin, il avait libéré un génie qu'il ne pourrait pas remettre dans la boîte. Un mauvais génie. Qu'il ne pourrait pas remettre dans la boîte parce que ce génie était parti de l'intérieur du système. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'une fois élu, il l'a dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Cet acte a montré qu'il n'en était rien. Et donc, les gilets jaunes, comme Jacquerie, et l'effarement des Français avec la crise sanitaire, de découvrir à quel point la France est déclassée dans son système sanitaire, dans son système social, dans son système éducatif, dans son industrie, dans sa recherche. Quand un pays est dans un tel niveau d'inquiétude, le sujet, c'est plus le SMIC. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en train de crever? Parce qu'il n'y a pas en France de salut individuel s'il n'est pas rattaché auparavant dans un salut collectif. C'est-à-dire que dans ma grille d'analyse, le commun enclave la dispute. Donc vous nous dites aujourd'hui... Alors que l'homme de gauche pense que de la dispute naît le commun, nous sommes dans une période historique, depuis la chute du mur de Berlin, où c'est la symbolique politique qui préempte la question sociale,
Voilà ce que ne comprend pas la gauche, parce que elle a confondu internationalisme et néolibéralisme. Elle est passée de la défense des catégories populaires à la défense des minorités. Elle s'est complètement éloignée du centre de gravité des fondamentaux de la gauche initiale, la nation et la République, et elle s'est complètement éloignée de l'axe de l'imaginaire français, donc elle disparaît. Alors, vous êtes en train de nous dire, finalement, celui qui va gagner l'élection présidentielle, ce sera celui qui saura réveiller cet élan national, ce retour vers la maîtrise de notre destin collectif. C'est ça. La clé de l'élection, c'est celui qui incarnera à un moment donné la souveraineté retrouvée. Je suis plus prudent que cela. Je pense que c'est le sujet du pays, mais le pays est dans un tel niveau d'inquiétude qu'il faudra des conditions très particulières pour rajouter à l'insécurité culturelle, économique, sociale et géopolitique une instabilité, une aventure politique. Donc, pour faire vite, après les Gilets jaunes, je pensais que probablement Emmanuel Macron serait battu, tellement il avait divisé le pays. Mais après la crise sanitaire, et qui n'est pas finie, je pensais que le plus probable était qu'Emmanuel Macron soit réélu, sans problème, nonobstant ce qu'on pense de sa personne, de sa politique. Pour des raisons purement de sentiments collectifs, de psychopolitique dans une crise sanitaire qui rend le monde, pour les Français, absolument instable en tout. Oui, mais il n'est pas très rassurant. Il n'est pas très rassurant, Emmanuel Macron. Mais il n'est pas rassurant, mais on le connaît. Hein. C'est la phrase de Lampedusa, on préfère un malheur connu à une promesse de bonheur. C'est-à-dire, on le connaît, Macron. On connaît ses avantages, on connaît ses défauts, on connaît la machine. On connaît surtout pendant la crise sanitaire avec des retards, des erreurs, des manques, mais tout ça, des pénuries. Même ceux qui voteront Macron le savent. Mais le sujet, c'est que c'est un des rares pôles de stabilité avec toutes ces faiblesses que le pays connaît. Bon. Mais justement, arrive Zemmour. Alors c'est quoi Zemmour ? Ben voilà. C'est quoi ? Arrive Zemmour qui change complètement toute la donne. Vous l'aurez compris, mon analyse de la politique, c'est certainement pas de penser que c'est le haut, le personnel politique, qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui fait le pays. Ça, c'est ce que pensent 95% des analystes en France, parce qu'on est cartésien. On pense que l'esprit fait le corps. Une analyse, c'est l'inverse. C'est une analyse anthropologique, imaginariste. C'est que c'est ma 5e présidentielle, je pense exactement le contraire. Je pense que c'est le bas qui fait le haut, dont les candidats pour qui j'ai travaillé sont des acteurs et pas des auteurs. Et donc, ils sont le produit d'aspiration ou d'un imaginaire qui cherche une incarnation. C'est ça que vous nous dites. Absolument. C'est absolument l'inverse des analyses habituelles. Donc, il y a un an, je dis, le sujet, c'est la maîtrise de notre destin et c'est donc remettre l'État au service de la nation. Mais personne ne le portait, sauf, encore une fois, Montebourg sur une souveraineté, mais qui était anglais économiquement. Or, notre sujet, il est politique, il n'est pas économique. Donc, Montebourg ne perce pas. Et puis arrive un polémiste fracassant, borderline, sur beaucoup de problèmes, de questions. Il y a plus que borderline. Hein. Voilà, qui est instrumentalisé par ceux qui disent « je veux voter pour lui » pour à coup de fracas, remettre la question de la France et de la pérennité de son modèle dans la présidentielle. Et là où Zemmour est intéressant, du point de vue de l'analyste
archéologue et imaginariste que je suis, c'est de voir que, avec son débat avec Mélenchon, la présidentielle commence tout de suite, parce que lui, avec une analyse et des réponses identitaires et non pas souverainistes, donne à voir ce qui était latent dans le pays et qui remonte. Et à partir de ce moment-là, le seul sujet, c'est s'agit-il d'une secousse ou d'un tsunami. Si c'est une secousse, Macron ou Pécresse passe. S'il s'agit d'un tsunami, on ne retient pas un tsunami. Alors, je vous arrête parce que c'est important, il faut qu'on précise bien les choses. Vous êtes en train de nous dire que la trajectoire, le météore Zemmour, c'est finalement le produit, la cristallisation d'une espèce d'aspiration latente dans l'opinion. Il n'y avait pas dans l'offre politique classique quelqu'un pour la porter. Donc, tout à coup, il y a une espèce d'instrumentalisation collective de ce personnage pour... bon, mais en même temps, ce personnage, quand même, renoue aussi avec un imaginaire qui est assez nauséabond. C'est-à-dire qu'il n'incarne pas simplement la souveraineté, l'identité, etc., mais il est aussi sur le fascisme, sur le pétainisme, sur tout ce qu'il y a de plus moisi dans l'histoire de France. Oui. Toutes les passions tristes, hein, on va dire. Oui, c'est ce que lui-même dit. D'ailleurs, il dit, vous allez voir, on dira, je réveille les passions tristes. Zemmour est très intéressant, non pas pour sa personne, mais pour ce qu'il révèle du sujet du pays, du sujet profond. Non pas du tout les commentaires habituels. Ah oui, alors il y a quelqu'un de plus à l'extrême droite, alors les parts de marché, les électeurs. Je ne crois pas un mot de ce genre d'analyse. Par contre, je crois que ce que mesurent les sondages d'intention de vote, c'est un arrêt sur image de mécanismes de physique. Alors, effectivement, sa façon tonitruante de poser la question de la France, de sa survie au travers d'un angle culturel et identitaire, les Français, en tout cas les 18% au départ, qui le soutiennent, l'utilisent nonobstant ses excès. Mais quand il va effectivement trop loin, sur l'affaire des Juifs français Vichy, le Bataclan, même les prénoms, le fracas devient contre-productif parce que ça l'amène au fond à être non plus un Bonaparte, pas néo-Bonaparte, un Bonaparte, mais un maurassien. C'est pas exactement, c'est pas seulement un conservateur, mais un réactionnaire anti-révolution française. Et du coup, à son tour, il s'éloigne. D'où la stagnation dans les sondages et une compréhension de Marine Le Pen qu'elle devait vite revenir à la question de la souveraineté alors qu'elle s'était égayée dans une mécompréhension de l'abstention de son électorat au régional et au départemental, où elle faisait la morale à son électorat sans comprendre les raisons profondes de l'abstention de son électorat. Puis, de façon baroque, elle était allée, au moment du débat sur le pass, sur la question des libertés, ce qui est vraiment pas le sujet du pays en ce moment. On le voit dans la capacité du pays à renoncer à des libertés individuelles au nom de la maîtrise collective face à la crise sanitaire. C'est évidemment en phase avec un état d'esprit général du pays. Les Français ne veulent pas la préservation des libertés individuelles, ils veulent la restauration de l'autorité politique. De l'autorité politique du pays. Bien sûr. Dans le concert international, on est bien d'accord. Dans le pays et effectivement dans son environnement. Mais il y a déjà quelqu'un qui a incarné ça, c'est le général de Gaulle. Oui, vous êtes en train de nous dire finalement le pays est orphelin de De Gaulle. Tu es en train de dire deux choses.
D'ailleurs, Régis Debray avait écrit un peu la même chose il y a quelques années. C'était au secours de Gaulle ou revient de Gaulle. Oui, absolument. Voilà. Alors, mon désaccord avec Régis Debray, c'est qu'il dit que la société s'est américanisée. Je pense que la petite bourgeoisie intellectuelle est pareille, oui, mais pas les tréfonds du société, du fait de mon analyse sur l'imaginaire des peuples comme inconscient collectif. Donc on ne change pas les peuples. Ou bien ils disparaissent complètement. Et je pense, et c'est ça la limite, on va voir s'il la résout, d'Emmanuel Zemmour, c'est qu'on ne peut pas dire la France était... Eric. J'ai dit quoi? Emmanuel Zemmour. Zemmour. Lapsus révélateur. On ne peut pas dire à la fois la France est éternelle et la France va mourir. Et puis on peut... Alors, il a commencé... Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. Il peut pas... C'est ça son incohérence? Une première incohérence qu'il a commencé à corriger, et on ne peut pas dire les carottes sont cuites et je me présente à la présidentielle. Sur ces deux éléments de contradiction de fond, on le voit, il commence à trouver, à construire quelque chose qui lui permette de dépasser ça. Mais pour revenir à De Gaulle, c'est la question du bonapartisme. C'est Napoléon Ier, Napoléon III, Boulanger, De Gaulle, et ensuite quelques avatars néo-bonapartistes, Sarkozy, Macron. Je pense que Zemmour est un Bonaparte. Je pense que Zemmour est un Bonaparte. Ah, vous nous disiez que c'était un réactionnaire il y a 5 secondes. Oui, non, mais je pense qu'il oscille. Napoléon disait « Je suis d'esprit républicain et de tempérament monarchiste ». Donc le bonapartisme est bien, dans sa configuration même, une synthèse entre l'aspiration au commun, quand un pays ne peut plus se projeter dans l'avenir et autour d'un État, soit par absence de l'État, Napoléon, après la Révolution française, soit par retournement de l'État, comme aujourd'hui. C'est le moment clé. Il y a plus de récit national, il n'y a plus d'imaginaire collectif, le pays est en panne. C'est-à-dire que les gouvernants ont plus ou moins repéré que le pays avait besoin d'un récit, mais ils en font un outil de communication. Et dans le passé, j'ai pu professionnellement, je dirais, presque à mon corps défendant, nourrir des analyses et des formes de récits, mais dont au bout d'un an, les Français s'apercevaient que c'était vain, parce qu'au fond, ce n'était plus l'Élysée, mais c'était Bercy, Bruxelles et Berlin qui décidaient des grandes questions. Donc, pour moi, mon analyse du bonapartisme, il est ancré dans l'histoire de France, et pour moi, il n'y a absolument pas de fascisme en France. Il y a des fascistes, bien sûr, mais le fascisme en France n'a pas de fondement culturel et historique, parce que le fondement du fascisme, c'est la fusion entre le peuple, l'État, et le caudillo, le Führer ou le Duce. Non, en France, le rapport entre l'État et la nation empêche toute base historique au fascisme. La forme. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de fusion entre Zemmour et ses électeurs. Il n'y a pas de fusion entre Marine Le Pen et ses électeurs. Et je ne pense pas que... Il y a juste un rapport utilitaire. Non, je pense que, comme souvent, c'est pour ça que c'est intéressant le personnage de Zemmour, mais enfin, comme Marx s'était intéressé au personnage de Napoléon III, ou comme Sarkozy quand il arrive au Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent avec leur courage, leur tempérament, leur richesse, et qui tout d'un coup rencontrent un moment dans le pays. Bon. Mais ces êtres-là sont des êtres contradictoires. Les Bonaparte, d'abord, viennent toujours de la gauche. Raymond Aron, dans un texte 43 à l'ombre des Bonaparte, le remarquait, donc ils partent de la dispute. Et puis à un moment, la question du commun est posée. Ce qui est intéressant chez Zemmour, c'est que... il n'était pas très à gauche, lui. Moi, je l'ai toujours connu à droite. Non, quand il était tout jeune, moi, je le connais depuis... Il dit qu'il a été rocardien.
Oui, mais on a fait C'est nos la suprême études. audace. Hein. On a fait nos études au même endroit. Bon, j'étais à l'extrême gauche à l'époque, mais comprendre en fait, on comprend jamais quelqu'un qui existe un moment dans un pays si on voit pas le lien entre son parcours personnel et l'état de l'imaginaire du pays à un moment donné. Donc Zemmour vient d'un milieu très populaire et c'est un séfarade. Et donc il fait une analogie entre ce qui a été pour lui sa façon d'exister grâce à l'école républicaine et tout ce qui, selon lui, marquerait la décadence ou la disparition ou le grand remplacement. Donc c'est un assimilationniste. Et en plus, c'est un séfarade. Et c'est pas un ashkénaze. Donc ça veut dire qu'il veut montrer tellement... Expliquez-nous en quoi ça joue cette différence. Les ashkénazes, sur la question les juifs d'Europe de l'Est. C'est la question des juifs français et de Vichy. C'est-à-dire que il veut tellement montrer qu'il est assimilationniste et que la France ne peut s'en sortir qu'au travers du partage de valeurs communes, de respect de droits et de devoirs de tous, que lui-même, comme il dit juif berbère, s'y est appliqué. Et il veut tellement faire cette démonstration qu'il prend la France comme un bloc en y intégrant Vichy. Et même en disant, mais au fond, d'ailleurs, au fait, à propos des Juifs, Vichy a voulu défendre les Juifs français en laissant les autres. Il veut tellement faire la démonstration que c'est un assimilationniste qui s'applique à lui-même, ça, qu'il met Vichy dans l'histoire de France. D'ailleurs, entre nous... Oui, c'est la cerise sur le gâteau. C'est regarder vraiment, je prends tout, je ne fais pas de distinction. Et ce qui a marché pour moi doit marcher pour les autres, c'est ça. C'est d'ailleurs ce qui fait que, personnellement, j'étais toujours opposé à Chirac et Hollande quand ils ont prétendu que Vichy, c'était la France. Pour moi, c'est évidemment une blague. Vichy, c'était pas la France. Contrairement à ce que dit Zemmour. Ça a été longtemps une bataille, ça, au sein de la classe politique. Je vous le dis. Vichy, c'était pas la France, et la France était à Londres. Alors, Vichy, c'était l'État français. Le Parlement qui donne les pleins pouvoirs à Pétain, il ne donne pas les pleins pouvoirs à Pétain pour que Pétain mène la politique qu'il a menée en envoyant des dizaines de milliers de Juifs vers les nazis et la mort. Donc, mais bon, on va pas passer des plombes sur c'est pas... Mais ce que je veux dire par là, c'est que Zemmour, à coup de fracas dans les stupeurs, tremblements et critiques qu'il suscite, de facto, nonobstant sa personne et sa candidature, remet la question de la France. Et donc, par le bas, le pays... On prend la primaire des Républicains. Valérie Pécresse a gagné politiquement. Mais... en fait, sur le débat interne, Ciotti l'a emporté idéologiquement. C'est le vainqueur idéologique, on est bien d'accord. C'est pas Ciotti en lui-même. C'est que c'est Zemmour qui, en disant la France est en péril, elle meurt, elle est menacée d'un grand remplacement, qui par le bas d'échelle quart. Puisqu'on parle des sondages d'opinion, ça mérite quand même de les analyser un peu. Depuis 4 ans, les 2 tiers des Français disent qu'ils ne se sentent plus en France comme chez eux. Les 2 tiers des Français soutenaient l'appel des généraux dans l'heure actuelle. Les 2 tiers des Français pensent que la France est menacée d'un grand remplacement. Donc les sondages, ça sert aussi quand même à... Alors même que les chiffres montrent que non. C'est pas le sujet. Moi, c'est le sentiment. Vous nous dites, c'est la perception que l'opinion, les Français ont, qui finalement donne une espèce de réalité à cette perception. J'observe comme analyste que depuis 4 ans, les Français disent on ne se sent plus en France comme chez nous, qu'ils disent qu'ils soutiennent l'appel des généraux. Alors, on peut dire qu'il y avait des fascistes parmi eux, mais je ne crois pas que les 2 tiers des Français soient fascistes. D'ailleurs, je ne crois pas du tout que la France soit fasciste et qu'il y ait quelconque espace au fascisme. Il y a un espace au bonapartisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les 2 tiers des Français pensent que la menace d'un grand remplacement est crédible.
Moi, je ne veux pas savoir si c'est juste ou vrai. Je peux avoir, par ailleurs, il peut y avoir un autre débat là-dessus. Mais j'essaye de comprendre ce qui anime le pays. Nous devons être comme des archéologues. Il y a les sondages, il y a les comportements des gens, il y a les gens qui vont aux meetings, il y a les manifestations. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque. Ségolène Royal, Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Et là, il faut comprendre. Et en général, le premier réflexe chez ceux qui ne comprennent pas, c'est de mettre en cause les sondages et les outils, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes les outils intellectuels méta pour comprendre pourquoi les gens... Donc, le réflexe premier, c'est de dire « Ah oui, les médias, Bolloré, ah oui, les sondages... » Bon, oui, les sondages, on se pose la question, je reviens à ma question de départ quand même. Est-ce que les sondages fabriquent l'opinion ? C'est-à-dire, chaque sondage nous raconte une histoire. Oui. Et nous dit, voyez, il est en progression, c'est la preuve. Après. Oui, et puis le sondage d'après, il dit le contraire. Voilà, alors justement, c'est ça. Vous ne savez plus quoi penser. Exactement. et donc, les sondages, ça n'existe pas. Donc, du coup, vous ne savez plus quoi penser. Le sujet, c'est plus les sondages, c'est comment expliquer. Bon, alors, le sondage, c'est une photographie à un moment donné. Il peut être plus ou moins bien fait. Les grands instituts travaillent sérieusement de façon indépendante. Chaque institut a sa méthode de redressement. Et l'observation est que quand le pays n'est pas stabilisé, les écarts entre méthodes des instituts est large. Quand le pays se stabilise, les écarts convergent. C'est un peu, on est là, on voit ça de loin, vous allez me dire, tiens, c'est une boule de neige, moi je vais vous dire, je sais pas quoi, c'est un pylône électrique, et puis plus on va rapprocher ça, plus on va converger sur l'idée que ça c'est une tasse. C'est pareil dans les écarts entre les indicateurs et ce qui est observé. Pour l'instant, il y a des fluctuations importantes entre instituts parce que chaque institut a sa méthode. Donc, il faut regarder le mouvement. Mais quand on va se rapprocher peu à peu de l'élection, normalement, les sondages vont converger parce que, nonobstant leur méthode de redressement différente pour approcher le réel, ce réel, qui sont les représentations, va se durcir. Donc, effectivement, je comprends qu'il y ait des troubles. Quand émerge Zemmour, tout de suite, Harris Interactive dit « il est devant Marine Le Pen ». Il y a l'école des sondeurs qui pensent que, parce qu'ils ont leurs chiffres et que les chiffres sont justes, ils doivent mettre les chiffres absolument non lissés qu'ils ont, parce que tel est ce que dit le pays à un moment donné en matière d'intention de vote, et il y a les sondeurs qui intègrent de la prudence, qui ont tendance à lisser les mouvements. Donc chacun fait sa petite cuisine quand même. Mais tous font leur cuisine, parce que le réel, c'est pas ce que nous disent les gens, n'est-ce pas ? Il faut bien que vous compreniez ça. Le réel, c'est pas ce que disent les gens. Le réel, c'est ce que disent les gens sur ce qu'ils vont voter, mais ce qu'ils ont voté auparavant, car on s'aperçoit qu'il y a un écart entre ce qu'un échantillon représentatif dit qu'il a voté avant et ce qu'il a réellement voté. Donc le principe du redressement, ce que vous appelez la petite cuisine, c'est un travail très sérieux où on corrige ce que disent les gens par les écarts entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont voté auparavant, et puis en prenant en compte le fait de savoir si ceux-là, ils sont tout à fait certains d'aller voter ou pas, et s'ils sont tout à fait certains. Je vous arrête là-dessus, parce que justement, la France insoumise dit les sondages, et c'est une vraie critique à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez, en disant il y a des instituts de sondage qui ne prennent en compte que les gens qui sont certains d'aller voter et qui ne prennent pas en compte les abstentionnistes. Or, les abstentionnistes, par définition, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont voter, ou en tout cas, ceux qui sont encore dans une incertitude quant à leur vote, ceux-là, ils ne les prennent pas en compte, ce qui fait que ça aboutit à minorer
dit la France Insoumise, son score, et que donc, et c'est là l'accusation de fabriquer l'opinion, c'est-à-dire de dire, si vous prenez que les gens qui sont certains d'aller voter, ce sont plutôt les catégories aisées, qui ont vraiment fait un choix conscient, réfléchi. Les autres, les abstentionnistes, ils ne savent pas s'ils vont aller voter, ou peut-être pas, pour qui, ils ne savent pas encore. Oui, voilà. Je vois. Donc, passons pas trop de temps. Vous observez que quand la France Insoumise a été à la fin de sa belle campagne présidentielle au précédent, elle ne remettait pas en cause les sondages. Donc la France Insoumise parle de ce qu'elle ne connaît pas. Hein. Vous comprenez bien que la part des choses dans les échantillons entre ceux qui sont les abstentionnistes et ceux qui ne le sont pas, c'est un travail, c'est effectivement le travail le plus compliqué. Mais tout ça, tous ces paramètres, c'est évidemment pris en compte avec des informaticiens. Chaque institut a sa façon de travailler. Et d'ailleurs, les instituts n'arrivent pas à solidifier, c'est intéressant du point de vue de la culture politique française, une chose, c'est le pourcentage d'abstentionnistes. Les instituts qui donnent des pourcentages d'abstentionnistes, ce sont des constructions à l'intérieur de la machine autour toujours de 2-3 critères. Certains instituts préfèrent d'ailleurs ne pas donner de taux d'abstention. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas une science, c'est pas une technique, mais enfin quand on met la France Insoumise à moins de 10 et non pas au niveau de ses scores antérieurs, c'est pas parce que tout d'un coup, les sondeurs, dans leur photographie, auraient été moins bons. Là, les instituts de sondage sont très concurrentiels entre eux. Ils se connaissent tous, ils ont pu être formés et recrutés au même endroit. Une fois que chacun est dirigeant d'un institut de sondage, il veut être meilleur que les autres. Donc chacun passe un temps infini dans tous les sens, quand il pense qu'il y a eu des erreurs ou des écarts entre les intentions de voter. Et nous, on passe un temps infini à refaire ça. L'opinion a tendance à dire maintenant, les sondeurs, il n'y a plus le même degré de confiance qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Depuis que je suis arrivé... Les journalistes se sont mis dans le même sac. Non, pas du tout. La critique contre les sondages à la fin des années 80, moi-même j'avais lu tout Bourdieu, et elle était très vive. Elle s'est arrêtée, c'était très vif. Être sondeur, c'était vraiment... Bon. Et là, les sondeurs sont des juges de paix, ça l'était un peu avant, et puis les sondeurs apportent des choses. Le livre de Jérôme Fourquet, à partir des études d'opinion, apporte des choses. Français. Oui. Donc les sondeurs, mais il y a le dernier livre de Dabi, les sondeurs emmagasinent une connaissance, une compréhension qu'on ne trouve pas à l'université ou dans les disciplines de sciences humaines. Non, quand je commence dans les sondages, il y a une critique des sondages très virulente autour du fameux texte de Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. Et puis, quand je mesure en 1995 que les Français soutiennent les mouvements sociaux et que je discute avec les sociologues bourguignons comme Champagne et d'autres, je leur dis « au fait, c'est où les sondages qui soutiennent l'idéologie dominante ?» Donc, tout d'un coup, l'argument un peu sommaire selon lesquels les sondages reflètent l'idéologie dominante dans une confusion entre idéologie dominante et représentation dominante. Donc la critique à l'égard des sondages était beaucoup plus forte dans les années 70-80 qu'elle n'est maintenant. Non, maintenant l'interrogation c'est pas tant une critique de principe qu'une critique, au régional, on s'attendait que le Front National soit plus haut. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut regarder les tendances. Et les présidentielles sont plus faciles à évaluer que les régionales et les cantonales pour une raison.
purement technique, voyez, purement technique. En un mot, les instituts ont merdé au régional et au départemental pour des raisons liées à ces élections. La présidentielle, on ne connaît pas de telles difficultés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, parce que l'opinion n'est pas stabilisée, il y a des écarts. Alors Stéphane Anziès, vous vous échapperez pas à la question. Qu'est-ce qui va se passer dans les 4 mois qui viennent ? Quel est le débat central qui va structurer l'opinion et qui va structurer le vote pour la présidentielle ? La souveraineté, le déclin ? Je pense la France ? Je pense que on peut résumer ces termes sur la maîtrise de notre destin. Avant la question du régime, il y a ce que sont les peuples. Et c'est un débat important, d'ailleurs, qu'a instauré Zemmour. Quand Zemmour dit « Vive la République et surtout vive la France », il dit, non pas qu'il n'est pas républicain, il dit « Vive la République », mais il dit ce qui est en jeu, c'est plus seulement le régime politique. Mélenchon dit exactement le contraire. Absolument. Vive la République, vive surtout la République. Oui, parce que sinon, il n'y a plus de France. Oui. Il y a quand même, non, mais c'est important parce que il y a quand même 2 conceptions là qui s'affrontent. C'est que il y a l'idée que existerait une France indépendamment éternelle, et puis il y a l'idée d'une France en mouvement qui s'organise, qui se structure avec l'idéal républicain. Et là, il retrouve Jaurès qui disait finalement la gauche c'est la République jusqu'au bout. C'est un peu ça, que l'idée que veut porter Mélenchon aujourd'hui. Il va avoir du mal, parce que toutes ces dernières années, il était communautariste et islamo-gauchiste. Donc, il va falloir... Oula, vous allez vous attirer les foudres de tous ceux qui nous regardent. Ça, peu m'importe. Et je crois pas... Non, mais c'est la règle du jeu. Ici, on peut tout dire, donc il n'y a absolument aucun problème. Je dis partout ce que je pense. Et avec les puissants et avec ceux qui déclinent. Mais c'est bien ainsi qu'on l'entend. Voilà, c'est pour ça que vous m'invitez. Sinon, je ne vous aurais pas invité. Absolument. Donc, et sa notion de France métissée, ce n'est pas au fond l'imaginaire français. On n'est pas aux Antilles. Donc, si c'était ce que vous dites, non seulement Mélenchon aurait raison, mais il pourrait rassembler majoritairement. Alors que, selon moi, une orientation identitaire culturelle ne permet pas de rassembler majoritairement. Donc, si au moins ce qu'avait fait Mélenchon dans la dernière période, c'était de porter la République et Jaurès, il l'emporterait. Mais justement, c'est comme il ne l'a pas fait, ou il l'a fait du en même temps, de façon très claire, sur des sujets très clairs, notamment en faisant sans cesse la confusion que fait l'extrême droite entre musulmans et islamistes, en participant lui-même, à sa formation, à des manifestations sous mot d'ordre et avec des islamistes. Il s'en est largement expliqué. Il a expliqué aussi qu'il allait aux manifestations du CRIF après l'assassinat de Mireille Knoll. Voilà, donc, enfin, on va pas reprendre le débat. Mais les faits, il est déjà balisé. Voilà, les faits ont tranché. Il a perdu tous les capitals qui étaient le sien, qu'il avait conquis à juste titre lors de la précédente présidentielle, et on ne joue pas avec ces questions qui s'écartent de l'imaginaire français, de l'imaginaire de notre peuple et des fondamentaux de la gauche, disparaît peu à peu. Alors, donc pour vous, la gauche, elle est morte ? Je dirais... il n'y a personne à gauche qui est capable, en tout cas, selon votre grille de lecture, d'entrer en résonance avec l'imaginaire français. Oui, bien sûr. Il y à ça des raisons structurelles, celles que je vous indiquais. Le néolibéralisme fait que la question du commun l'emporte sur la question de la dispute et la symbolique politique préempte la question sociale, mais il y a les évolutions même de la gauche. Ayant abandonné les catégories populaires, elle s'est restreinte à une petite bourgeoisie intellectuelle qui mêlait à la fois le néolibéralisme des orientations soit sans frontiérisme, soit terra nova, soit des orientations communautaristes et aujourd'hui wokistes.
Donc, il y a eu cette échappée de la petite bourgeoisie intellectuelle convergent avec la technostructure. De ce point de vue-là, moi, j'enseigne dans une maison qui s'appelle Sciences Po depuis 30 ans. Oui, j'ai oublié de le rappeler, vous êtes enseignant à Sciences Po. Non, mais je disais pas là-dessus. Et vous présidez d'ailleurs une société de conseil qui s'appelle CAP. Oui, si, vous l'avez. Mais qui est très sollicitée par les politiques. Non, c'est pas... Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai bien vu en 30 ans à quel point néolibéralisme et wokisme convergent ensemble dans une école d'excellence de formation des élites qu'est Sciences Po. Néolibéralisme et wokisme convergent ensemble. Pourquoi ? Donc vous êtes en train de nous dire que dans la maison, vous enseignez finalement une espèce de laboratoire oui, mais c'est normal. Démoniaque où le néolibéralisme rencontre le wokisme et fabrique les élites de demain. Ça promet. Non, justement, je ne suis pas un complotiste. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi néolibéralisme et wokisme fonctionnent évidemment ensemble. Le néolibéralisme, c'est l'idée non plus qu'on construit l'avenir, mais qu'on s'adapte au présent. Cette façon de faire dissout les identités collectives nationales. Et donc les individus sont renvoyés à devoir se trouver eux-mêmes des sécurisations. Le wokisme, c'est l'idée que face à un avenir dont on ne peut plus apporter une créance positive justifiant de sa situation présente, il faut se réfugier derrière sa petite identité au nom de la prévalence de l'expérience et de la nature de ce que l'on est contre le débat. C'est-à-dire qu'on ne juge pas les personnes sur leurs idées et sur ce qu'ils font, mais sur leur sexe, leur pratique sexuelle, leur couleur de peau et pseudo-race. Et donc, ce mouvement régressif est un mouvement qui offre des abris, des petits abris identitaires, des refuges qui évidemment empêchent des disputes communes. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, la France, elle fonctionne depuis des siècles autour de disputes communes. Donc le wokisme, il est tout à fait en phase avec une petite bourgeoisie intellectuelle qui cherche des gens à sauver, et donc il dit il y a des minorités. Donc c'est bien normal qu'à Sciences Po, qui a épousé le passage du capitalisme paternaliste à sa fondation, au capitalisme managérial, au capitalisme financier et au néolibéralisme, ait dans ses bagages, en idéologie d'accompagnement d'une petite bourgeoisie intellectuelle qui veut trouver une justification sociale à ce qu'elle est, le wokisme comme un produit d'importation, sauf que ça vient de la culture anglo-saxonne qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ce qui explique que vous prenez la campagne d'Hamon, au début, Hamon, dans les intentions de vote, était au même niveau que Mélenchon. Il a fait peu à peu une campagne communautariste, il a disparu des radars. Alors qu'à la fin, au contraire, Mélenchon a fait une très belle campagne jaurèsienne, patriote. Il fait qu'il a mis Marine Le Pen en difficulté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le wokisme chemine pour des raisons de fond et pas du tout de complot avec le néolibéralisme, et c'est une sorte de voiture en balai. Voilà. Non seulement ils sont compatibles, mais c'est la voiture en balai du néolibéralisme. Stéphane Rosès, merci de cet éclairage qui, je pense, va alimenter de nombreux commentaires, mais c'était l'objectif, et c'est bien ainsi que nous entendons mener des entretiens, c'est pour confronter le choc des idées produit souvent un peu de vérité et permet d'éclairer surtout les électeurs avant d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Merci encore d'être venu. Merci Serge Faubert, merci. Si cet entretien vous a intéressé, n'hésitez pas à le commenter, à le partager,
à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr. N'oubliez pas, nous ne vivons que grâce à vos dons, grâce à votre soutien, grâce à vos abonnements. Donc, nous comptons sur vous. Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce à l'argent, grâce aux dons de ceux qui le regardent. C'est la garantie de notre indépendance. Je compte sur vous.